Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais aborder un exercice intitulé Distance entre deux droites, version 1 parce qu'il y aura une version 2, donc dans le chapitre Orthogonalité dans l'espace. Vous trouverez un polycopié en format PDF dans le descriptif de la vidéo ainsi qu'un lien vers mon blog. En fait, dans certains sujets de bac, cette notion est abordée, donc je préfère faire au moins 2 vidéos sur ce sujet. L'énoncé ABCDEFGH est un cube d'arête 6. On pose vecteur I égale 1/6 vecteur AB, J 1/6 vecteur AD, vecteur K 1/6 vecteur AE. L'espace est muni du repère orthonormé A, vecteur I, vecteur G, vecteur K. Le point L est le milieu du segment CD et on admet que les droites AL et BG ne sont pas coplanaires. Voilà une figure. Bon, ce serait pas trop difficile de justifier que les droites AL et BG ne sont pas coplanaires. Par exemple, on pourrait utiliser le plan défini par les points ABCD. Le point L y appartient, et puis le point G n'appartient pas à ce plan, donc les points B, L, G ne sont pas coplanaires, donc les droites AL et BG ne sont pas coplanaires. Question 1, calculer les coordonnées des vecteurs AL et BG. Alors pour tout ce qui suit, le point M de coordonnées T de T0 avec T réel et le point N de coordonnées 6SS avec S réel sont 2 points respectifs quelconques des droites AL et BG. Question 2a, justifier que Mn au carré est égal à 2 facteurs de S moins T au carré plus 3 facteurs T moins 2 au carré plus 24. Question 2b, en déduire le point M de la droite AL et le point N de la droite BG tel que la distance Mn soit minimale. Question 3, on appelle I le point de la droite AL et J le point de la droite BG tel que la distance IJ soit minimale. Montrer que la droite IJ est perpendiculaire aux droites AL et BG. On dit à ce moment-là que la droite IJ est une perpendiculaire commune aux droites AL et BG, et puis on peut aussi démontrer que cette perpendiculaire commune aux droites AL et BG est unique. Alors avant d'aborder la correction, je voudrais vous faire une petite remarque. Je conseillais à mes élèves en général de donner les coordonnées de tous les points qu'on connaît de la figure et notamment les sommets du cube. Donc ABCDEFGH est un cube d'arête 6, on nous donne les vecteurs I, 1/6 du vecteur AB, J 1/6 du vecteur AD et le vecteur K 1/6 du vecteur AE. Et on nous dit aussi que l'espace est muni du repère orthonormé A, vecteur I, vecteur J, vecteur K. Donc on doit pouvoir donner les coordonnées des sommets du cube. Alors le point A évidemment c'est l'origine du repère, 0, 0, 0. Grâce à vecteur I égale 1/6 du vecteur AB, on peut dire que le vecteur AB c'est 6 vecteur I et donc on va obtenir assez facilement les coordonnées de B. 6, 0, 0. On doit pouvoir avoir aussi les coordonnées de DF, c'est facilement, 0, 6, 0. Bon, et puis ensuite on en déduit les coordonnées du point C. 6, 6, 0, on peut vérifier avec la figure. Et puis pour avoir les coordonnées des sommets EFGH qui correspondent au point ABCD, j'avais déjà dit ça dans une précédente vidéo, il suffit aux coordonnées des points qui sont au-dessus d'ajouter 6 à la cote. Alors pourquoi ? Parce que le carré EFGH, en fait, c'est l'image du carré ABCD par la translation de vecteur 6, vecteur K. Bon, puis ensuite on vérifie sur la figure. Alors il faut faire un tout petit peu attention parce que il ne faut pas échanger certaines coordonnées, sinon après on va être très embêté. Question 1, calculer les coordonnées des vecteurs AL et BG. Alors le point A on connaît, le point B on connaît, le point G on connaît les coordonnées, mais le point L on va les chercher. Donc le point L on nous dit que c'est le milieu du segment CD.
Et puisque C a pour coordonnées 6, 6, 0 et D a pour coordonnées 0, 6, 0, on peut en déduire les coordonnées du point L avec une formule de cours qui dit que le point L a pour coordonnées XC plus XD divisé par 2, YC plus YD divisé par 2, ZD plus ZC divisé par 2. Et donc, on va obtenir ici le point L de coordonnées 3, 6, 0. Alors, conseil, vérifions un peu sur la figure quand même. Alors, comment vérifier assez rapidement que le point L a bien ses coordonnées? On peut imaginer une mouche qui part du point A et qui va se diriger vers le point L en suivant d'abord finalement une direction définie par le vecteur I, ensuite une direction définie par le vecteur J, et ensuite une direction définie par le vecteur K. Bon, sauf qu'ici, comme le point L appartient au plan A, B, C et D, on va voir qu'il n'y a que deux directions à suivre. Donc, du point A, la mouche se dirige vers B. Elle parcourt 6 unités. De B vers C, elle parcourt a priori aussi 6 unités. Et puis, elle peut rejoindre le point L. Alors, comment avoir les coordonnées du point L? Je pense que on peut quand même se dire que du point A, elle peut s'arrêter au milieu du segment AB, ce qui va lui donner 3 comme abscisse, puis ensuite diriger vers L de 6 unités. Et puis, comme elle ne se dirige pas selon le vecteur K, 0 vecteur K. Donc, 3 vecteurs I plus 6 vecteurs J plus 0 vecteur K. Donc, les coordonnées de L doivent être 3, 6, 0. Le point A pour coordonnées 0, 0, 0. Le point L a pour coordonnées 3, 6, 0. Alors ici, il n'y a pas de calcul à faire, puisqu'on part du point A, c'est que le vecteur L a pour coordonnées 3, 6, 0. Le vecteur L a les mêmes coordonnées que le point L. Alors, pour le vecteur BG, B a pour coordonnées 6, 0, 0 et G a pour coordonnées 6, 6, 6. Donc, le vecteur BG a pour coordonnées XG moins XB, YG moins YB, et puis ZG moins ZB, c'est-à-dire 6.6, 6.0, 6.0. On obtient ainsi les coordonnées du vecteur BG 0, 6, 6. Alors là, j'ai pas fait une rédaction mettant des mots de liaison, etc., parce que je pense que c'est la présentation qui vous permet de voir que ici on travaille à la verticale, et puis bon, moi je faisais ça au brouillon, par exemple. Alors, une petite remarque avec ce qui est dit dans le texte. On nous dit que pour tout ce qui suit, le point M de coordonnées T de T0 avec T réel et le point N de coordonnées 6 SS avec S réel sont deux points respectifs quelconques des droites A, L et BG. Alors, en fait, quand on donne des coordonnées comme ça à un point qui appartient à une droite, c'est que on peut parler de représentation paramétrique d'une droite. En fait, la représentation paramétrique en question ici de la droite AL serait x égale t, y égale 2t, z égale 0. Alors, on va quand même vérifier qu'effectivement, pour certaines valeurs du paramètre t, on va obtenir à nouveau le point A et le point L. Alors, on sait que les coordonnées du point A sont 0, 0, 0 et le point L 3, 6, 0. Alors, comment on va retrouver le point A avec cette définition du point M? Il suffit de prendre t égale 0. Je pense que c'est à peu près clair. X égale 0, y égale 2t, 2 fois 0, 0, et z égale 0. Et on retrouve le point A. Alors, pour le point L, comment faire rapidement? Le point L, son abscisse, c'est 3. Et comme l'abscisse du point M, c'est t, on prend t égale 3, évidemment. Et pour t égale 3, x égale 3, y égale 2, t 2 fois 3, 6, et z égale 0, et ainsi on retrouve le point L. Donc quand on nous donne par exemple une représentation paramétrique d'une certaine droite, si on nous donnait la représentation paramétrique de la droite à L, comment justifier que cette représentation paramétrique est bien celle de la droite à L? Il suffit de montrer que les points A et L appartiennent à cette représentation paramétrique. Bon, pour les points B et G, on va faire la vérification assez rapidement. Et donc, le point N a pour coordonnées 6 SS. Alors, 6, évidemment, ça veut dire que le point B et le point G doivent avoir pour abscisse 6, qui est à peu près clair.
Ensuite, l'ordonnée, ça doit être S, et la cote, ça doit être S. Et comme l'ordonnée du point B, c'est 0, on prend S égale 0. Et pour S égale 0, on va retrouver les coordonnées du point B, 6, 0, 0. Pour le point G, il suffit de voir que l'ordonnée, par exemple, c'est 6, donc on va prendre comme paramètre S6, et on va retrouver les coordonnées du point G, 6, 6, 6. Question 2a, justifier que Mn au carré est égal à 2 facteurs de S moins T au carré, plus 3 facteurs de T moins 2 au carré, plus 24. Alors, on connaît les coordonnées du point M, on connaît aussi les coordonnées du point N, donc on va en déduire les coordonnées du vecteur Mn. J'ai même enlevé le donc ici, mais a priori, on devrait le mettre pour une rédaction à peu près correcte. Et donc, le vecteur Mn, ses coordonnées, c'est 6 moins t, s moins 2t, s moins 0. Et donc, on obtient 6 moins t, s moins 2t et s. Ensuite, pour avoir la distance Mn au carré, il suffit de prendre la norme du vecteur Mn au carré. Et la norme d'un vecteur, on sait que la norme d'un vecteur au carré, c'est l'abscisse du vecteur au carré, plus l'ordonnée du vecteur au carré, plus la cote du vecteur au carré, c'est-à-dire 6 moins t au carré, plus s moins 2t au carré, plus s au carré. Alors, quand on regarde un petit peu le résultat, on voit que c'est pas là du tout la même chose, donc on va développer. On n'a pas trop le choix. 6 moins t au carré, c'est une identité remarquable, on va obtenir 36 moins 12t plus t carré. S moins 2t au carré, c'est aussi une identité remarquable, on va obtenir s au carré, moins 4st plus 4t carré. Et à la fin, aussi plus s carré. Alors, je vais ranger d'une certaine façon. Il y a plusieurs façons de faire, mais bon, en général, il y a une des deux variables qu'on essaie de faire apparaître au début de l'écriture. Alors là, j'ai choisi plutôt s. On pourrait choisir t. Mn carré égale 2s carré moins 4st plus 5t carré moins 12t plus 36. Alors, vu le résultat, on se demande quand même comment passer de cette forme développée à la forme du résultat. Alors là, ici, la tactique, c'est de, entre guillemets, partir du résultat. Alors, je vais lui donner un autre nom, je vais l'appeler petit q comme quantité. 2 facteurs de s moins t au carré plus 3 facteurs de t moins 2 au carré plus 24. Et puis, on va essayer de développer q pour obtenir la même forme développée que celle de mn carré. Ça devrait marcher. Donc, petit q, c'est 2 fois s carré moins 2st plus t carré. On développe l'identité remarquable, s moins t au carré. Plus 3 fois, on développe t moins 2 au carré. Donc, on obtient 3 fois t carré moins 4t plus 4, et puis plus 24. On développe encore. Donc, q, c'est 2s carré moins 4st, plus 2t carré, plus 3t carré moins 12t, plus 12, plus 24. On réduit, on s'arrange évidemment pour faire apparaître les S en premier. Petit q, c'est 2s carré moins 4st plus 5t carré moins 12t plus 36. Et quand on fait une comparaison avec mn carré, on a obtenu la même chose. Donc on peut affirmer que mn au carré, c'est 2 facteurs de s moins t au carré plus 3 facteurs de t moins 2 au carré plus 24. Question 2b. En déduire les points m et n, tels que la distance Mn soit minimale, évidemment, ce sont les points M de la droite AL et N de la droite BG. Voilà, j'ai rectifié un petit peu par rapport au questionnement. Donc, quand est-ce que la distance Mn est minimale? Mn, c'est un nombre positif, donc la distance Mn est minimale. C'est seulement si son carré de Mn est minimal. La fonction carré est strictement croissante sur l'ensemble des réels positifs. Ce qui nous donne en fait ici 2 facteurs de s moins t au carré plus 3 facteurs de t moins 2 au carré plus 24 qui doit être minimal. Alors évidemment, on prend cette forme-là de mn au carré parce que on nous a demandé de calculer la question de A, donc a priori c'est celle-là qui devrait nous permettre de conclure, parce que la forme développée, on ne sait pas trop ce qu'on en ferait a priori. Et puis là, on se rend compte que on a 2 facteurs de s moins t au carré, c'est un nombre positif, 3 facteurs de t moins 2 au carré, c'est un nombre positif. Si on veut que cette somme soit minimale,
on n'a pas le choix, on espère quand même que S moins T va être égal à 0 et T moins T égale 0 aussi. Alors évidemment, on pourrait me dire, mais parfois, est-ce que forcément on va trouver des nombres S et T qui vérifient ça? Bon, dans le cas de la géométrie dans l'espace, là, ça marche. Et donc, on obtient S égale T et T égale 2, donc on va obtenir S égale 2 et T égale 2. Alors, pour T égale 2, on va calculer les coordonnées du point M. On sait que l'abscisse du point M, c'est petit t, donc c'est 2. L'ordonnée du point M, c'est 2t, donc ça nous donne 4. Et puis la cote du point M, on sait que c'est 0. Donc le point M a pour coordonnées 2, 4, 0. Pour S égale 2, on va calculer les coordonnées du point N. Alors on sait que le point N, son abscisse c'est 6, son ordonnée c'est S, donc on obtient 2, et sa cote Z c'est S, donc on obtient 2. Donc le point N a pour coordonnées 6, 2, 2. La distance Mn est minimale pour M de coordonnées 2, 4, 0 et N de coordonnées 6, 2, 2, et en fait ce sont les seuls points pour lesquels la distance Mn est minimale. Alors on ne nous demande pas dans le texte de la calculer, mais enfin bon, c'est quoi cette distance minimale? Alors évidemment, on pourrait reprendre le point M, le point N, calculer, mais en fait ici il y a plus rapide quand même. On a vu que la distance est minimale lorsque les deux premiers termes sont égaux à 0, ce qui nous donne une distance minimale de 24. Et donc, de racine carrée de 24, pardon. Mn est égal à racine carrée de 24 dans ce cas-là, c'est-à-dire en fait de racine carrée de 6, puisque 24 c'est 4 fois 6, c'est 4 et le carré de 2. Question 3, on appelle I le point de la droite AL et J le point de la droite BG, tel que la distance IJ soit minimale, et puis on nous demande de montrer que la droite IJ est perpendiculaire aux droites AL et BG. Alors, vu la question précédente, le point I a pour coordonnées 2, 4, 0, et le point J a pour coordonnées 6, 2, 2, donc on va calculer les coordonnées du vecteur IJ, 6, moins 2, 2, moins 4, 2, moins 0, et donc IJ va avoir pour coordonnées 4, moins 2, 2. Donc on connaît les coordonnées du vecteur IJ et on connaît aussi les coordonnées du vecteur AL. Donc pour calculer le produit scalaire de IJ à L, ça va être assez facile. Et si le produit scalaire est nul, alors les vecteurs IJ et AL sont orthogonaux, donc les droites IJ et AL seront orthogonales. Produit scalaire des vecteurs IJ et AL, c'est le produit des abscisses des deux vecteurs, plus le produit des ordonnées des deux vecteurs, plus le produit des cotes des deux vecteurs, 4 fois 3, plus moins 2 fois 6, plus 2 fois 0. On obtient 12 moins 12 plus 0, c'est-à-dire 0. Donc le vecteur IJ est orthogonal au vecteur AL, donc la droite IJ est orthogonale à la droite AL. Mais on nous demande de montrer que IJ est une perpendiculaire à la droite AL. Alors comment on va voir ça? Tout simplement parce que le point I, on sait qu'il appartient à la droite AL, et donc la droite IJ est bien perpendiculaire à la droite AL. Passons à la question pour démontrer que la droite IJ est aussi perpendiculaire à la droite BG. On passe par le produit scalaire ici. Donc le vecteur IJ, on a calculé ses coordonnées, 4, moins 2, 2. Le vecteur BG, on les connaît, c'est 0, 6, 6. On calcule le produit scalaire des vecteurs IJ et BG. Alors toujours par le même principe. Et on va obtenir 0. Et donc, la droite IJ est bien orthogonale à la droite BG. Alors, on nous demande de montrer qu'elle est perpendiculaire à BG, c'est droite IJ. C'est parce que le point J, lui, on sait qu'il appartient à BG. Le point J appartient à la droite BG, donc la droite IJ est perpendiculaire à la droite BG. Petite information, on dit que la droite IJ est une perpendiculaire commune aux droites AL et BG. Bon, je vous ai dit tout à l'heure, en fait, il n'y en a qu'une seule perpendiculaire commune, mais il faudra encore le démontrer, ce que je ne vais pas faire aujourd'hui. Petite cerise sur le gâteau, utilisation de GeoGebra avec un graphique 3D qui est complètement construit ici. Alors j'ai considéré effectivement les points I de coordonnées 2, 4, 0, J6, 2, 2 et vérifié qu'il y avait bien
la droite IJ qui était perpendiculaire à la droite EG, en J d'ailleurs, et la droite IJ qui est aussi perpendiculaire à la droite à elle en I. Une vue d'un certain plan, c'est le plan qui contient les points AJ par exemple. Une vérification, alors donc si GeoGebra nous donne 4,899 comme longueur entre I et J, c'est une valeur approchée de 2 racines carrées de 6. 2 racines carrées de 24 si vous préférez. Vu du plan qui contient les points IJB par exemple, et évidemment on obtient la même longueur. Donc le plan d'ailleurs BJ par exemple contient aussi le point D. Alors évidemment, l'avantage d'un logiciel, c'est de pouvoir éventuellement faire un petit peu bouger la figure. Voilà. Alors ici, c'est pas évident de voir les angles droits, c'est pour ça que je vous ai indiqué la mesure, 90 degrés. Ouais, c'est un petit peu particulier, puis parfois avec GeoGebra, on perd un peu la figure. Bon. Donc dans le polycopier, je vous ai mis les figures que j'ai obtenues avec GeoGebra pour illustrer. Deuxième cerise sur le gâteau, donc la configuration que nous avions. Alors sauf que là, j'ai ajouté un point M qui va donc décrire éventuellement la droite à L, enfin, partie de la droite à L, vu le logiciel, le point N qui décrit éventuellement partie de la droite à L. Alors j'ai considéré la droite parallèle à la droite à L, passant par le point J. Et puis j'ai construit à partir d'un point M que je me donne, le point S qui va bouger aussi avec le point M, de telle sorte que le segment JI et le segment SM soient parallèles et de même longueur. Et on peut démontrer qu'à ce moment-là, eh bien le triangle NSM est un triangle rectangle en S, ce que vous voyez dans la vue du plan PQR, je ne sais plus ce que c'était que PQR, peu importe. Et puis, on va faire bouger le point M, et si on regarde dans la figure 2, on constate qu'on a toujours un triangle MNS, rectangle en S. Bon, je n'ai pas démontré qu'il était rectangulaire, je le ferai dans une future vidéo d'approfondissement avec cette notion perpendiculaire commune. Et puis, évidemment, si on admet que ce segment, que ce triangle, MNS est rectangle en S, eh bien, la longueur MN, qui est l'hypoténuse de ce fameux triangle rectangle, eh bien, elle est toujours supérieure à la distance MS, et je rappelle que la distance MS, c'est la même que la distance JI, et donc, MN est toujours supérieur à IJ, sauf quand M va se placer en I éventuellement, et puis N va se placer en J. Alors là, il n'y a plus de triangle rectangle en S dans ce cas-là, parce que le point M étant confondu avec le point I et le point S confondu avec le point J, le point S va se placer aussi au point J, et donc N et S vont être confondus. Voilà. Joli, non? Moi, je trouve ça joli. Bon, j'arrive plus à capturer le point. Alors, pour démontrer que le triangle MNS est rectangle en S, vous pouvez chercher d'ailleurs, il suffit d'essayer de démontrer que la droite NS, eh bien, elle va être en fait orthogonale au plan défini par les points IJM lorsque M n'est pas situé en I. Et en fait, si vous regardez le quadrilatère IJSM, dans ce cas-là, c'est un rectangle, parce qu'on sait qu'il y a un angle droit notamment en I. Bon. Alors, complément vers le post-bac, pour ceux que ça intéresse, mais
En fait, les outils, vous allez voir, c'est des outils finalement quasiment de terminal. D'ailleurs, il y a eu des exercices de bac parfois un peu là-dessus. Alors, je rappelle que mn au carré égale 2s carré moins 4st plus 5t carré moins 12t plus 36. Et puis nous, on avait vu dans l'énoncé qu'il y avait une autre façon d'exprimer mn au carré, mais d'où sort cette expression? Alors, je ne peux pas trop vous expliquer dans cette vidéo. Par contre, ce que je peux faire, c'est vous dire que on peut poser une certaine fonction que je vais appeler f qui dépend des deux variables s et t. Et donc f de t, st, c'est 2s carré moins 4st plus 5t carré moins 12t plus 36 pour tout réel s et t. Et on dit que f est une fonction des deux variables s et t, ceux qui feront soit des classes préparatoires scientifiques, l'université, sont amenés à étudier ces fonctions à un moment donné ou à un autre. Ceux qui font médecine, je suis pas sûr, mais bon, je connais pas tous les trois. Alors l'idée, c'est de fixer d'abord la réalité. On fixe une des deux variables. Alors j'ai choisi t, pour essayer de faire avec le réel s. Et puis dans ce cas-là, en fixant le réel t, c'est comme si t était une constante, donc je vais considérer une certaine fonction que j'ai appelée g qui dépend que de s. Donc g de s, c'est 2s carré moins 4st plus 5t carré moins 12t plus 36 pour tout réel s. Et puis on va calculer la dérivée de g, évidemment, avec pour variable ici petit s. Pour tout réel s, g' de s, la dérivée de 2s carré par rapport à s, ça donne 4s. La dérivée, attention, de moins 4st par rapport à s, ça donne moins 4t. Et puis, 5t carré, c'est une constante par rapport à s, moins 12t aussi. Bon, 36, c'est une constante. Donc, en fait, 5t carré moins 12t plus 36, ça pour dériver 0 par rapport à s. Du coup, on va obtenir g' de s, par exemple, en mettant 4 en facteur. C'est 4 facteurs de s moins t. Et puis, on va étudier le signe de cette dérivée. G' de s est strictement positif, c'est seulement si s moins t est strictement positif, c'est-à-dire s est plus grand que t. Donc on en déduit évidemment le signe de la dérivée de g. G' est strictement négatif sur l'intervalle moins l'infinité. G' de t c'est 0 et G' est strictement positif sur l'intervalle t plus l'infini ouvert en t. En fait, c'est ça qu'on a obtenu à partir de ça, et puis on en déduit le reste. Donc G est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infinité, elle est strictement croissante sur t plus l'infini, donc G va avoir un minimum sur grand R en t, et ceci pour n'importe quelle réalité fixée, mais bon. G de t, on le calcule, alors en fait c'est 2t carré, on remplace s par t, moins 4t fois t, plus 5t carré moins 12t plus 36, et on obtient, après calcul évidemment, 3t carré moins 12t plus 36, voilà, parce que ici en fait on avait moins 4t au carré, je peux tout mettre, moins 4t au carré. Donc le minimum de la fonction g sur grand R, c'est 3t carré moins 12t plus 36, que j'appelle h de t. Tableau de variation, j'aurais pu éviter une certaine rédaction, mais bon. Et maintenant, on se dit, tiens, parmi tous les h de t, peut-être qu'il y en a un qui est le plus petit possible, auquel cas on aura un minimum. Petite cerise sur le gâteau, on va le visualiser avec GeoGebra. Alors dans la zone graphique, en fait, j'ai construit en fait une courbe ici représentative de la fonction g pour t égale moins 4. Le curseur t, je l'ai mis dans le graphique 2. Et puis évidemment, quand t varie, le sommet de la courbe de G, dans le graphique 1, ici il s'appelle S1 parce qu'on a t égale 1. Mais ce sommet, évidemment, il varie. Et puis on a l'impression qu'il y a une valeur de t pour laquelle le sommet
parmi tous les sommets qu'on connaît finalement des courbes représentatives de G, il y en a un qui est plus petit que les autres. Alors, on va démontrer que c'est en 2, je vais placer en 2. Et puis dans la zone graphique 2, j'ai tracé la courbe de la fonction h, puis on vérifie que la fonction h a bien apparemment un minimum en t égale 2. Allons-y pour cette fonction h, pour tout réalité, h de t c'est 3t carré moins 12t plus 36, donc h' de t 6t moins 12, donc h' de t, je peux dire que c'est 6 facteur t moins 2, ça me permet de voir tout de suite que la dérivée va s'annuler en t égale 2, mais bon, on a besoin de son signe, on va quand même résoudre une petite inéquation. Pour quelle valeur de t, h' de t est-elle strictement positive? C'est pour t moins 2 plus grand que 0, c'est-à-dire t plus grand que 2. Donc on en déduit un certain nombre de choses. Alors à partir du tableau de variation, c'est sans doute plus clair. La fonction h va être strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 2 ouvert en 2. H va être aussi strictement croissante sur l'intervalle 2 plus infini. On va calculer h de 2, et puis h de 2, on trouve 3 fois 2 au carré moins 12 fois 2 plus 36, c'est-à-dire 24. Ça nous rappelle quelque chose quand même, ce 24. Donc le minimum de la fonction g sur r, je parle bien de g ici, est le plus petit possible pour t égale 2. Et puis pour t égale 2, évidemment, s qui est égal à t vaut 2. Donc la mn au carré est minimale si seulement si s égale 2 et t égale 2, ce qui nous donne évidemment le résultat qu'on a obtenu, mn est minimale si et seulement si s égale 2 et t égale 2. Un deuxième complément vers le post-bac, bon, c'est pas à connaître pour la classe de terminale a priori ni pour le bac. Alors ici, j'ai remplacé les variables s et t par x et y parce que en général on travaille avec les variables x et y. Donc f de x, y, c'est 2x carré moins 4xy plus 5y carré moins 12y plus 36. Et puis si on considère l'ensemble des points m de coordonnées de coordonnées x, y, z de l'espace, tel que z, ça soit f de x, y, eh bien on dit que cet ensemble que j'ai appelé gamma est une surface de l'espace. Alors avec GeoGebra, je vous ai fait une représentation graphique. Bon, j'ai été obligé avec GeoGebra de diviser par 10 en fait la f de x, y pour qu'on voit bien le bol que vous voyez qui est colorié en vert. Et puis vous voyez aussi une courbe coloriée en rouge. En fait, cette courbe coloriée en rouge correspond à la fonction g pour une certaine valeur du paramètre t. Et puis, vous avez aussi une courbe quasiment tracée point par point noir qui est la courbe qui nous permet d'obtenir les sommets des courbes de la fonction g. Et puis, il y a un sommet qui est le plus bas possible. Alors, il y a des logiciels qui tracent aussi ces surfaces. Alors, parfois, ça donne attention des figures un peu comme ça. Donc, pas évident là de voir éventuellement qu'il y a un point qui est situé au plus bas. Voilà. Donc, petite cerise sur le gâteau, la figure en graphique 3D, alors avec un curseur T ici. Je me suis servi d'un certain plan qui est le plan d'équation y égale t. Je vais essayer d'afficher. Voilà, un graphique 3D. Bon, il n'apporte pas énormément de choses pour l'instant. Ce plan. Alors en fait, j'ai tapé directement l'expression nous avions de la fonction f, sauf que j'ai divisé par 10 pour qu'on voit mieux. Et donc, quand vous regardez le graphique 2, vous avez la fonction g qui bouge en fonction de petit t, évidemment, avec un sommet que j'ai appelé S dans le graphique 2 et que j'ai appelé A dans le graphique 3D.
Et puis on va obtenir le point minimum. Quand t vaut 2, je vais le placer à 2. Voilà, c'est un point que j'ai appelé B. Et B a pour coordonnées 2, 2, ici 24 dixièmes. Bon. Il y a un certain nombre d'années, on a étudié un petit peu ces surfaces en classe de terminale, dans une option. C'était avant. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous les élèves de terminale notamment et avec tous ceux qui étudient. Il me reste à vous dire le classique. Au revoir.